Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Science is Magic. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espace. L'espace, l'ultime frontière. Voici le vaisseau galactique Enterprise. Sa mission... Mais non, je rigole. Aujourd'hui, on va parler des courants marins. Avec un petit peu d'histoire, un petit peu de blabla scientifique et quelques expériences bien sympathiques, nous allons essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Alors, amusez-vous bien. Générique. Il existe deux sortes de courants marins. Considérons l'océan. De sa surface jusqu'à 400 mètres de profondeur, il y a ce qu'on appelle les courants de surface. Et en dessous de ces 400 mètres, il y a ce qu'on appelle les courants profonds. Pour la première partie de cette vidéo, nous allons nous intéresser aux courants de surface. Ils sont principalement dus à une chose, le vent. Il y a cela dit un fait intéressant dans la création des courants de surface par le vent. Prenons l'océan, et imaginons un vent balayant sa surface dans une direction donnée. Ceci va générer un courant de surface dont la trajectoire ne suit pas celle du vent, mais suit un angle de 20 à 45 degrés par rapport à celui-ci. Le premier à avoir observé ce phénomène est l'explorateur norvégien Fridtjof Fridtjof et Monsieur Nansen. Il fit cette découverte en 1893, soit à l'âge de 32 ans. Explorateur et océanographe, Nansen décida d'entreprendre un voyage. Alors pas sur les côtes hawaïennes pour se dorer la pilule, non, le bonhomme choisit l'océan Arctique. Il prit donc la mer à Oslo et remonta jusqu'en Arctique avec son bateau le Fram. Ce dernier se retrouva malencontreusement piégé dans les glaces, à dériver au gré des mouvements de la banquise. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. C'est en observant le sens du vent et le sens de cette dérive des glaces suivant le courant qu'il s'est aperçu que quelque chose clochait, car le bateau ne se déplaçait pas dans la direction du vent. Il demanda alors en 1902 à Vagn Wolfrid Ekman, futur océanographe suédois de 28 ans en fin de thèse à l'époque, de réfléchir à ce problème. Et c'est ainsi que ce dernier découvrit l'explication de ce phénomène, que l'on nommera par la suite le transport d'Ekman, et qui est dû au frottement des différentes couches d'eau ainsi qu'à la force de Coriolis. La force? De Coriolis, Oui, la force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. comme on ne perd jamais une bonne occasion d'apprendre quelque chose, je me permets de vous faire une petite parenthèse sur la force de Coriolis. D'après Wikipédia, la force de Coriolis est une force inertielle, agissant perpendiculairement à la direction du mouvement d'un corps en déplacement dans un référentiel, lui-même en rotation uniforme, tel que vu par un observateur partageant le même référentiel. Ouais, c'est pas faux. Dit comme cela, ce principe semble être compliqué, mais à l'aide d'un petit schéma, tout deviendra plus clair. Prenons par exemple un référentiel composé ici d'un disque gris avec un axe noir central. Lorsque le disque est immobile, si on lance une bille pour qu'elle aille d'un point A vers un point B, elle va suivre une trajectoire rectiligne. Maintenant, remettons la bille sur le point A et appliquons une rotation permanente au disque autour de l'axe central, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, lançons la bille de la même manière que précédemment. À cause de la rotation du référentiel, la force de Coriolis va s'appliquer en formant un angle droit par rapport à la trajectoire théorique et la bille va être déviée, suivant une trajectoire courbe. En voici d'ailleurs la démonstration en vidéo. Ici, un plateau tournant sert de référentiel en rotation et une bille va être lâchée sur un toboggan afin d'arriver en trajectoire rectiligne dessus. On remarque très bien que sa trajectoire n'est pas rectiligne, mais courbe grâce à la force de Coriolis. Maintenant que vous avez bien compris la force de Coriolis, si je vous dis qu'elle n'existe pas. Vous allez peut-être m'en vouloir, mais pourtant, c'est vrai. La force de Coriolis n'est qu'une illusion. Alors, rien de tout ça n'est réel? En réalité, pour un observateur extérieur au système, aucune force perpendiculaire ne s'applique sur la bille et sa trajectoire reste rectiligne. Par contre, pour un observateur interne au système, c'est parce qu'il tourne avec le référentiel que pour lui la trajectoire semble s'incurver par illusion d'optique. En voici d'ailleurs la preuve en vidéo.
Lorsque la caméra reste immobile par rapport au disque en rotation, on voit bien que la trajectoire de la bille reste rectiligne. Dans le cas des courants de surface, le référentiel en rotation constante est la Terre. La bille en trajectoire rectiligne, ce sont les courants de surface poussés par le vent. Comme nous sommes les observateurs à l'intérieur du système et que nous tournons avec la planète, nous voyons la trajectoire des courants s'incurver et donc dévier par rapport à celle du vent. Bien sûr, il n'y a pas que le principe du transport d'Ekman qui permet d'expliquer tous les courants de surface. Il y a par exemple les masses continentales, qui en tant qu'obstacles naturels vont dévier les courants. Ou encore l'interaction de ces courants de surface avec les courants profonds. Car oui, tout est lié. Et tu sais comment je le sais? Je ne sais parce qu'on est liés. Maintenant que les bases des courants de surface sont éclaircies, nous allons nous attaquer aux courants profonds. Nous allons commencer tout de suite par 2 expériences sympas à réaliser à la maison, afin d'illustrer les mécanismes qui entrent en jeu lors de la formation de ces courants. Tu vas assister à ma toute nouvelle expérience, la plus importante de ma vie, le couronnement de toute ma carrière. Pour l'expérience numéro 1, vous aurez besoin d'un peu de matériel. 2 bouteilles en plastique de 1,5 ou 2 litres, de 2 tuyaux d'environ 10 cm de long avec un diamètre d'environ 1 cm. Alors ça peut être des tuyaux pour aquarium qu'on trouve dans toutes les jardineries ou animaleries, voire même un tuyau d'arrosage découpé. De 2 litres d'eau chaude et de 2 litres d'eau froide, et de quoi colorer l'eau en 2 couleurs. Ici j'utilisais simplement des cartouches d'encre bleue et rouge pour stylo encre, mais ça peut être aussi du colorant alimentaire. 2 entonnoirs adaptés au goulot des bouteilles, de la pâte à fixe, et enfin un couteau ou un cutter. Le système est simple, vous allez devoir percer 2 trous dans chacune des 2 bouteilles exactement à la même hauteur. Après avoir découpé 2 morceaux de tube de 10 cm, vous faites passer chacun d'eux d'une bouteille à l'autre de façon horizontale. Le tube du haut est situé dans la moitié supérieure de la bouteille et le tube du bas dans la moitié inférieure. Ne faites pas de trous trop gros car vous devrez utiliser la pâte à fixe pour rendre le dispositif hermétique afin d'éviter toute fuite d'eau. Après avoir coloré l'eau chaude en rouge et l'eau froide en bleu, il faut verser les eaux chaudes et froides simultanément dans les 2 bouteilles. Ce qui est important surtout, c'est de recouvrir les 2 extrémités d'un même tuyau en même temps dans les 2 bouteilles. Lorsqu'elles sont toutes les 2 pleines, il suffit d'attendre et d'observer. Voyons tout de suite ce que ça donne en pratique. Donc voici à quoi ressemble le système expérimental que l'on vient de décrire. 2 bouteilles en plastique reliées par 2 tuyaux horizontaux. Nous allons d'abord commencer cette expérience par ce qu'on appelle le témoin. Alors l'expérience témoin est un passage obligé pour toutes les expériences scientifiques. Et elle va nous permettre d'être sûr que ce que l'on observe sera dû aux paramètres que l'on a changés, donc ici ça va être la température de l'eau, et non pas à autre chose que l'on n'aurait pas envisagé. Donc ici, je mets de l'eau froide dans les 2 bouteilles, l'une colorée en rouge et l'autre colorée en bleu. Donc je fais bien attention à arriver au premier tuyau en même temps dans les 2 bouteilles, afin que la pression soit la même des 2 côtés du tuyau et qu'il n'y ait pas de mouvement d'eau d'une bouteille vers une autre à cause de la pression. On va remplir de la même manière pour le 2e tuyau jusqu'en haut des 2 bouteilles, puis nous allons attendre 5 minutes pour observer ce qu'il se passe. Le chronomètre est lancé, nous allons donc accélérer un petit peu la vidéo, on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, nous sommes à la fin des 5 minutes, et apparemment, rien ne s'est produit. La bouteille de gauche est toujours en rouge, la bouteille de droite est toujours en bleu. Ceci constitue nos résultats témoins, qui vont nous servir à analyser et à comprendre les résultats de l'expérience d'après. Pour cette seconde expérience, nous allons remplir les 2 bouteilles exactement de la même manière que pour l'expérience témoin, avec des eaux colorées exactement de la même manière. La seule chose qui va changer, c'est la température de l'eau. Dans la bouteille de gauche, colorée en rouge, nous allons avoir de l'eau chaude, qui a été chauffée à 65 degrés. Et à droite, nous allons avoir en bleu, de l'eau froide à la même température que l'expérience témoin.
Le chronomètre est lancé, on se retrouve dans 5 minutes. Nous sommes donc à la fin des 5 minutes, alors que s'est-il passé cette fois-ci? Nous avons pu observer un changement par rapport à l'expérience témoin. En effet, nous avons vu que l'eau froide en bleu est passée par le tuyau inférieur pour se mettre à niveau égal dans le bas des 2 bouteilles, alors que l'eau chaude en rouge est passée par le tuyau supérieur pour s'égaliser en haut des 2 bouteilles. Nous allons tout de suite passer à la dernière expérience qui porte sur la salinité de l'eau, avant d'utiliser toutes nos observations pour essayer de mettre en évidence les phénomènes physiques qui sont responsables des courants marins. Dans cette expérience, nous allons utiliser de l'eau froide dans les 2 bouteilles, comme pour l'expérience témoin. La différence va être que l'eau rouge dans la bouteille de gauche a été salée à hauteur de 40 g de sel par litre d'eau, l'équivalent de l'eau de mer, et que l'eau bleue à droite, elle, est de l'eau douce du robinet. Donc elle a un taux de sel inférieur à 1 g par litre d'eau. Le chrono est lancé, on accélère et on se retrouve dans 5 minutes. Alors cette fois, pendant les 5 minutes, nous avons observé le passage de l'eau salée par le tube du bas et le passage de l'eau douce par le tube du haut jusqu'à la stabilisation du mélange dans les 2 bouteilles, avec de l'eau douce en haut et de l'eau salée en bas. Alors que s'est-il passé dans ces expériences? Dans l'expérience température, vous avez vu que l'eau s'est mise en mouvement à travers le dispositif jusqu'à ce que l'eau chaude soit stabilisée au-dessus et l'eau froide en dessous. L'absence de mouvement d'eau dans l'expérience témoin, où les 2 bouteilles sont à la même température, permet de conclure que c'est la différence de température entre les eaux froides et chaudes qui provoque ce mouvement. Si maintenant on s'intéresse à l'expérience avec de l'eau salée, vous avez observé également un mouvement d'eau qui permet d'atteindre un état stationnaire où l'eau salée est en dessous et l'eau douce au-dessus. Et comme la salinité de l'eau est la seule chose qui change par rapport au témoin, on peut en conclure que c'est la différence de teneur en sel entre les eaux douces et salées qui provoque ce mouvement d'eau. L'explication de ces phénomènes tient dans une notion physique de base, la densité. Et surtout ne danse pas. Oui. C'est-à-dire que par rapport à un liquide donné, un corps solide ou liquide moins dense restera dessus, à l'inverse d'un corps solide ou liquide plus dense qui restera dessous. C'est pour cela par exemple qu'un glaçon ou qu'un peu d'huile vont rester à la surface dans un verre d'eau, car la glace et l'huile sont moins denses que l'eau liquide. Or il s'avère que pour l'eau à l'état liquide, sa densité diminue en même temps que sa température augmente. Donc que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide et se retrouve dessus. Il s'avère également que sa densité diminue avec sa teneur en sel. Par conséquent, que l'eau salée est plus dense que l'eau douce et va se retrouver dessous. Alors, comment tout ça va se passer au niveau terrestre? Donc, prenons par exemple ce qui se passe dans l'Atlantique Nord. Les courants de surface chauds vont monter jusqu'au Groenland et l'Islande, où là, l'atmosphère est tellement froide qu'elle va refroidir l'eau océanique de surface au point de la faire congeler. Lorsque l'eau va geler, toutes les molécules d'eau vont se rassembler entre elles et expulser les molécules de sel. On obtient donc des énormes glaçons d'eau douce qui vont former la banquise, et en dessous, de l'eau très froide et très salée. Le sel dans l'eau a la faculté de faire diminuer son point de congélation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir de l'eau liquide, puisqu'elle est très salée, à une température inférieure à 0 degré. Cette eau très froide et très salée, comme on l'a vu dans les expériences précédentes, elle va se retrouver très dense, plus dense que l'eau qui est située juste en dessous d'elle et qui n'est pas en contact avec l'atmosphère froide et du coup qui est un peu plus chaude. Par conséquent, cette eau très froide et très salée va descendre en profondeur. En descendant en profondeur, elle va aller pousser l'eau qui était déjà là. Alors cette eau qui était déjà en profondeur, comme elle est elle aussi très froide et très salée, elle va pas remonter à la surface. Elle va être poussée sur les côtés. Donc ce mouvement d'eau sur les côtés, qui va être canalisé par les masses continentales, va former un courant profond. Ce mécanisme est l'un des principaux moteurs de la circulation globale de l'eau dans les océans. Et elle est appelée la circulation thermohaline.
thermo du grec thermos pour chaleur et haline du grec halinos pour sel. C'est donc la température et la salinité de l'eau qui vont provoquer ces courants marins. Lorsque l'on regarde en surface l'océan, il peut paraître calme. Mais ces courants marins de profondeur, dans l'Atlantique Nord, peuvent atteindre jusqu'à 15 à 20 millions de mètres cubes par seconde en débit. Alors c'est difficile à s'imaginer, mais c'est énorme. Si on prend par exemple l'Amazone, qui est le fleuve terrestre où le plus grand débit a été enregistré, il est 100 fois inférieur à ce qu'on observe dans les courants marins de l'Atlantique Nord. Donc c'est vraiment énorme comme vitesse. Ailleurs dans le monde, on peut avoir des courants marins profonds qui vont jusqu'à plus de 30 millions de mètres cubes par seconde. C'est parti, mets ta ceinture! Et à part ça, on peut savoir ce qui t'amène dans notre beau courant est australien? Ces eaux profondes vont séjourner environ 1 millier d'années dans les profondeurs des océans avant de remonter à la surface. Parce que oui, tous les océans sont connectés, mais ils ne sont pas extensibles. Par conséquent, si de l'eau descend en profondeur d'un côté, il y a forcément quelque part ailleurs sur la planète où de l'eau profonde remonte à la surface pour équilibrer. C'est ce qui se passe, par exemple, au niveau de l'équateur. L'atmosphère est très chaude, de sorte qu'elle va réchauffer l'eau de surface et va permettre une évaporation. Il y a donc beaucoup de l'eau de surface qui va passer dans l'atmosphère par évaporation, et cela va créer une dépression, c'est-à-dire une zone où la pression est plus faible. Cette dépression va créer une force qui tend à tirer l'eau des profondeurs vers la surface. Tout à l'heure, on a vu au niveau du Groenland que l'eau des profondeurs qui était poussée par l'eau qui était en train de descendre, comme elle était toujours très froide et très salée, n'allait pas remonter à la surface. Bon, au niveau de l'équateur, vu qu'il y a cette force en plus créée par la dépression qui s'applique, ceci va être suffisant pour la faire remonter à la surface. Et à ce moment-là, deux choses vont se passer. Soit l'eau qui est toujours, une partie de l'eau qui est toujours très dense et très salée, va redescendre en profondeur, et donc ça va former un cycle, comme ceci. Donc il va y avoir des courants d'eau verticaux circulaires qui vont se créer de part et d'autre de l'équateur. Et une autre partie de cette eau profonde qui remonte en surface va être réchauffée par l'atmosphère et va pouvoir se diluer dans l'eau de surface et s'intégrer aux courants marins de surface au niveau de l'équateur. Donc ces courants marins de surface qui étaient créés par le vent, comme on a vu précédemment, mais aussi par l'énorme masse d'eau des profondeurs qui remonte à la surface et qui va donc pousser l'eau qui était en surface sur les côtés et qui va être canalisée aussi par les masses continentales. Donc tout ceci forme un système, un cycle infini. Voilà, donc cette vidéo de Science is Magic est terminée. J'espère que vous en aurez appris beaucoup sur les courants marins. Alors, bon, la Terre est quand même un système beaucoup plus complexe que ce que je viens de vous présenter. En effet, la Terre est un immense système où tout est interconnecté. Il existe de très nombreux courants marins, aussi bien de surface que de profondeur, qui peuvent être horizontaux, verticaux, en diagonale, etc. Et ils sont tous influencés par la circulation thermohaline, mais ils vont aussi tous s'influencer les uns les autres, et ils vont être aussi influencés par la température atmosphérique, par les masses continentales, par les saisons et les climats. Enfin bref, c'est un énorme système, il est très difficile de pouvoir tout prendre en compte pour tout déterminer. Cependant, la circulation thermohaline est l'un des principaux facteurs qui créent ces courants marins. Par conséquent, si vous avez compris ça dans cette vidéo, eh ben vous pourrez vous la péter en société. C'est trop fun. Ou pas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous aurez appris plein de trucs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, partagez, et surtout abonnez-vous.